on est en format iPhone, mais c'est pas pire. C'est déjà mieux que nos têtes explosées qu'on avait avant. Salut les stars! Alors oui, maintenant que vous nous suivez depuis un petit moment, vous savez qu'on a régulièrement des petits soucis techniques avec Facebook. Donc cette fois, on sait pas pourquoi, pas pu être l'une à côté de l'autre. Donc on est dans un format différent. J'espère que la vidéo vous plaira quand même et que le sujet sera assez intéressant pour que vous oubliez le fait qu'on soit en petit carré. Nous, de toute façon, on se retrouve l'année prochaine et on vous souhaite de très belles fêtes. Bon visionnage. Donc on peut... tiens, il y a une orbe qui vient de passer, je sais pas si tu as vu. Oui. C'était quoi? Alors, ceux qui aiment le paranormal vont te dire que c'était une orbe et ceux qui sont rationnels vont te dire que c'était probablement un insecte qui est passé devant la caméra. Qui sait? Qui sait? Mais c'est vrai qu'ils aiment bien venir jouer un petit peu devant les vidéos. Mais en l'occurrence, il y a un petit insecte qui s'amuse, donc c'était peut-être ça. Alors du coup, là, on est visible, enfin... Le monde nous observe, oui, absolument. Enfin, le monde... non, mais je veux dire, nous sommes normal ou nous sommes encore plutôt barbapapa? On est normal. Enfin, visuellement, en tout cas, sur la vidéo, on paraît normal. Et c'est bien que ce soit la fin de l'année. Oui, écoute, ça va clôturer merveilleusement bien cette année qui est partie, au fait... c'était quoi? C'était juste avant le premier confinement. C'était le 14 février qu'on s'était décidé à se lancer toutes les deux là-dessus. Le jour de la Saint-Valentin. On ne peut pas oublier ça. C'est beau. C'est beau. Et voilà, on fêtera d'ailleurs du coup notre anniversaire de rencontre le 14 février. Ça c'est trop mignon. C'est mignon, hein? On pourra en profiter de faire un live le 14 février sur l'amour en thérapie. Enfin, on verra, on trouvera de... Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de toutes nos conférences, j'allais dire de tous nos lives pour l'année prochaine, mais les idées, c'est pas ça qui nous manque. Et puis pour ceux qui verront cette vidéo, si quelqu'un arrive à la regarder, n'hésitez pas à nous faire des commentaires sous la vidéo et à nous demander quel style de live vous aimeriez, s'il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres. On a parlé de la psychogénéalogie, on a parlé d'Halloween, on a parlé des chakras, de la géobiologie, des rêves, de l'alimentation. On a fait quand même pas mal de sujets hyper intéressants. Le sommeil, les émotions. Ouais, c'est juste. Toutes les émotions aussi. Donc, on avait parlé aussi de l'effet McDo par rapport au confinement. Ouais. C'était une de nos premières vidéos d'ailleurs. Donc, oui, des beaux sujets finalement, hein, à force, ça s'est étoffé. Partagez aussi cette vidéo pour faire profiter un maximum de personnes du sujet de ce soir. On va parler donc, pour profiter des fêtes de Noël, on va revenir un petit peu sur l'importance des traditions, l'importance que prend les rites, les cultes, la culture, les réunions, et surtout celles qui se répètent régulièrement chaque année. Pourquoi est-ce que c'est si important de suivre ces traditions? Pourquoi est-ce que c'est si difficile en cette fin d'année d'être dans le doute, de ne pas savoir si on va peut-être pas pouvoir les suivre comme on a l'habitude de faire? Et on va bien insister justement sur cette habitude qui est hyper rassurante et qui va nous permettre d'avoir une stabilité et une base sur laquelle on peut se référer et s'appuyer. Et le fait de ne plus avoir cette stabilité, ça peut être du coup très déstabilisant et ça peut perturber. D'ailleurs, donc, on va voir un petit peu à quel point ça va être important dans notre société et dans notre vie de tous les jours, de laisser cette place à ces rituels et à ces coutumes. Des coutumes et des rituels qui sont différents selon le pays dans lequel on habite. Et ça, on le verra tout à l'heure avec un petit tour du monde des anecdotes de Noël. Et on va voir que, comme Halloween finalement, à travers le monde et à travers les cultures, on a différentes façons de fêter cette fête. C'est bien. Beau vocabulaire. C'est un beau pléonasme. Mais oui,
nous allons fêter cette fête de Noël Nous allons ensemble. Ensemble, oui, que ce soit en vrai jusqu'à 5 personnes ou 10 pour ceux qui ont de la chance, ou via FaceTime, Zoom. On verra bien. Et puis dans nos cœurs, ça aussi c'est important parce que même si on se voit pas, les personnes qu'on aime seront toujours là, même si je sais que c'est compliqué dans cette période de juste dire ça parce qu'on a besoin aussi de retrouver ce contact un peu physique, de voir les gens, de partager. Et là, ça sera pas possible comme les années précédentes. Eh bien, il faut trouver d'autres alternatives. Alors, comme tu dis, c'est vrai que la technologie pour ça, même si sur certains points elle est pas top, mais pour ça, en tout cas, ça permet de garder le lien. Et puis notre petit cœur, c'est quand même là où il y a le plus de liens aussi qui nous ramènent aux autres. Clairement. Et comme tu dis, l'important, ça va être de participer à quelque chose ensemble et de pouvoir se réunir, que ce soit en vrai ou via les diverses technologies qui existent aujourd'hui. Ce qui est vraiment important, c'est de se retrouver. Et pourquoi c'est aussi important? Parce que ça nous rappelle aussi notre enfance. Ça nous ramène aussi à ces fêtes de Noël qu'on découvrait encore avec des yeux d'enfant. Parce que dès l'enfance, les traditions vont rythmer nos vies et ça va permettre de nous construire et de favoriser une certaine stabilité. Tout bouge, tout grandit, encore plus quand on est enfant, encore plus pendant cette période aussi, mais encore plus pendant l'enfance parce qu'on grandit très vite, les choses bougent très vite autour de nous et c'est rassurant et ça fait du bien d'avoir quelque chose qui se répète, sur lequel on peut compter et qui ne change pas. Ça donne vraiment lieu à un sentiment de continuité et de sécurité. On perpétue donc ces traditions en compagnie généralement des membres de notre famille ou d'une communauté. Donc c'est des gens qu'on connaît, en qui on a généralement confiance et qu'on affectionne et qui prennent soin de nous. Et en répondant à ce besoin fondamental, les traditions donc vont répondre à ces besoins fondamentaux qui vont nous permettre à nous former, à nous solidifier dans ces besoins de sécurité. Et ça va donc nous permettre de nous construire toute notre vie. Parce que normalement, ça continue chaque année tout au long de notre vie. À moins qu'il y ait une réelle coupure avec des croyances ou avec des traditions. C'est vrai que même si on est croyant, religieux ou pas, on a tendance quand même à suivre les fêtes de Noël. Ou d'autres fêtes. Mais à la base, et on verra ça après, c'est vrai que les traditions de Noël viennent de croyances religieuses. Et aujourd'hui, alors on va à des fêtes commerciales un peu plus souvent, ou pas, parce que ça peut être aussi simplement la tradition de se retrouver en famille et puis de se faire des cadeaux qui ne sont pas forcément onéreux, ou qui peuvent être des cadeaux aussi qui sont éthiques. Et ça va se développer aussi de plus en plus, de s'accentuer sur la présence de l'autre et pas forcément sur le cadeau qui fait plaisir, mais qui n'est pas non plus la base de Noël. Mais la base d'une des traditions qu'on verra aussi tout à l'heure, que tu vas nous expliquer, Karine. Donc ces traditions, elles sont là aussi pour construire notre identité, vu que ça nous suit toute notre vie. Ça forge notre identité et ça nous donne aussi l'occasion de partager nos valeurs. Donc soit avec notre famille, soit avec les membres d'une même communauté. Et du coup, ça va renforcer ce sentiment d'appartenance à un groupe, que ce soit le clan familial, que ce soit le clan communautaire. Le fait d'avoir les mêmes valeurs, les mêmes traditions et de perpétuer les mêmes fêtes, ça va nous entretenir dans ce sentiment d'appartenance qui est très important pour notre évolution personnelle et pour notre construction. Pour un jeune enfant, par exemple, Noël n'aura pas cette connotation religieuse dont on parlait juste avant, ou pas forcément, en tout cas. Il y a plein d'autres choses qui vont l'intéresser autour de Noël, mais peut-être pas forcément l'histoire religieuse, à moins que les parents soient encore plongés là-dedans et transmettent ceci. Les grands-parents, peut-être un peu plus encore. Il y a l'importance de cette tradition qui vient de quelque chose de religieux. Mais ça permet quand même à ses petits-enfants et à ses grands-parents de se retrouver ensemble autour d'un repas
autour d'une soirée de discussion, autour d'une culture, et de vraiment partager l'enfant avec ses petits yeux d'enfant, toute la magie de Noël, et les grands-parents avec leur savoir, leurs connaissances, et tout ce qu'ils vont pouvoir apporter aussi de stabilité et d'information, du coup, aux enfants. Donc ça permet de coexister et ça permet d'apprendre aussi à vivre ensemble et à partager des valeurs. Après, le temps des fêtes peut aussi rendre un peu nostalgique, voire triste. On peut ressentir un petit peu cette tristesse ou cette nostalgie à l'approche des fêtes, tout simplement parce que ça peut aussi nous rappeler les personnes qui ne sont pas là ou qui ne sont plus là, avec qui on aurait bien voulu pouvoir continuer à fêter ces fêtes et ces repas. Et ça peut nous rappeler aussi justement cette magie de l'enfance qui est un peu perdue. Quand Noël arrive, on aimerait bien retrouver cette joie qu'on avait quand on était enfant, de vraiment se réjouir de ces jours de Noël en ouvrant chaque jour notre petite case du calendrier. Et des fois, avec le fait de devenir adulte, avec les responsabilités, avec la vie aussi, on perd un peu de cette joie enfantine. Mais tout ça, ça peut être très positif. Cette nostalgie, c'est pas forcément négatif, au contraire. Parce que dans le cas de quelqu'un qui nous manque, ça va nous rappeler à lui, ça va nous rappeler à cette personne. Et ça va être l'occasion aussi de la fêter et de l'honorer et de la rappeler à quelque part et de rappeler les bons souvenirs. On en parlait autour de Halloween pour d'autres circonstances, mais autour de Noël, ça va être aussi l'occasion de reparler des membres de la famille qui sont peut-être plus là ou qui nous manquent, mais en se rappelant à leurs bons souvenirs. Dans le côté perte un peu de ce sentiment de l'enfance et de la naïveté, on va dire, de l'enfant, dans le bon sens du terme, du fait de se réjouir de cette fête, l'idée, ça va être que si on est nostalgique, c'est qu'à quelque part, l'enfant à l'intérieur de nous appelle aussi à ça, et ça lui manque. Et il se rappelle à nous qu'il faut qu'on recommence peut-être à voir la vie avec ses yeux d'enfant, et qu'on prenne plus de temps pour jouer, pour s'amuser, pour prendre du recul, et pour se concentrer sur des détails, quelque part, sur des choses un peu plus futiles, mais qui apportent tellement de joie et de plaisir dans nos vies. Donc tout ça, c'est la capacité aussi au bonheur, et ça nous rappelle la chance qu'on a d'être en vie, et de pouvoir partager ces moments avec notre famille, avec notre clan, avec notre communauté. Donc comme je disais, dans une société où les changements sont constants et encore plus cette année, et probablement les années qui vont arriver, où il y aura beaucoup de changements dans nos façons de vivre, les traditions nous disent et nous rappellent qui on est, d'où on vient, et qu'on est en sécurité et qu'on est tous ensemble. Donc c'est tout ça qu'on peut se rappeler à l'approche des fêtes. Donc voilà. C'est tellement joli ce que tu as dit. Merci. Mais c'est vrai que c'est tout ça qui est très positif et je pense que c'est important de s'en rappeler justement. Et encore, j'insiste là-dessus, je me répète, mais je n'ai pas encore l'âge de radoter, mais presque. Pendant cette année et les prochaines années qui risquent d'être un petit peu déstabilisantes, ça va être encore plus important de se relier les uns aux autres. Et comme on le disait avant, même si on ne peut pas être physiquement proche, on a cette capacité en tant qu'être humain à être aussi dans l'énergie, à être aussi dans quelque chose de plus subtil, et cette capacité à avoir des liens et à ressentir aussi les liens, l'amour et l'énergie des autres, même si on n'est pas toujours ensemble physiquement. Donc maintenant, on va partir sur quelque chose d'un petit peu plus léger, on va dire, mais un peu plus sympathique. Et ça va être donc du coup quelques petites anecdotes sympathiques. On va faire un petit tour du monde et des traditions. Et du coup, je te laisse la parole, ma chère Karine. Alors, moi, je vais commencer à vous parler. Alors, excusez-moi, je mets les lunettes. Ah, ça fait tout de suite plus sérieuse. C'est l'âge, vous voyez, ma petite dame, où la lecture de près commence à être un petit peu compliquée. Voilà. Donc, en fait, moi, je vais commencer par vous parler un petit peu de d'où vient Noël. Et en fait, Noël commence déjà chez les Romains, puisque Noël vient du mot latin dies natalis, qui signifie jour de naissance.
Et au temps de l'Antiquité, au IIe siècle après Jésus-Christ, on célèbre ce qu'on appelle le soleil invaincu, qui fête en fait le retour du soleil et qui honore les dieux des semailles. Et en fait, pourquoi le retour du soleil? Puisque à partir du 21 décembre, les jours commencent à se rallonger, le soleil commence à être de plus en plus présent. Donc en fait, ce jour-là, ce jour de naissance était le jour en fait de renaissance du soleil qui revenait pour de plus amples périodes, on va dire. Et c'était au début ce qui se fêtait. Et cette coutume, on va dire païenne, va laisser place après à la coutume chrétienne. Et le jour de naissance donc de Jésus, le 25 décembre, va remplacer ce jour de renaissance en fait du soleil. C'est comme si Jésus prenait ce soleil en fait, et on venait maintenant fêter le jour de naissance de Jésus-Christ. Donc en fait, ce 25 décembre, il va être approuvé officiellement sur le calendrier grégorien et en l'an 300, l'empereur chrétien Constantin va fixer donc Noël au 25 décembre et ensuite le pape établira cette fête de Noël ce jour-là pour toute la chrétienté. Donc cette fête, elle va se propager peu à peu en France et puis dans le Moyen-Orient, notamment à Constantinople. Ensuite, dans la ville de Jérusalem, en Égypte aussi à la fin du 5e siècle. Et ensuite, ça va, au fur et à mesure du temps, se répartir de plus en plus en Europe. Et après dans le monde entier. Donc ça va se répartir bien évidemment aussi au Moyen-Âge, avec là l'usage des messes aussi qui va commencer à s'établir. Les fêtes de Noël vont aussi être célébrées après en Irlande, après en Angleterre, après en Allemagne, puis dans les pays scandinaves, les pays slaves, etc. Ensuite, à partir de la Renaissance, il va y avoir les crèches d'églises qui vont commencer aussi à faire leur apparition. Donc, elles apparaissent notamment en Italie au XVe siècle, puis l'arbre de Noël en Allemagne au XVIe siècle. Ensuite, nous avons le Père Noël qui apparaît, et notamment aux États-Unis, au XIXe siècle, et il va se répandre en Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Justement, bonne question. Pourquoi notre costume du Père Noël, il est rouge? Est-ce que tu as une petite idée? Le costume rouge du Père Noël, alors je crois que ça vient d'une campagne marketing de la part de Coca-Cola. Exactement. En fait, le Père Noël est vêtu de rouge après que la marque Coca-Cola ait fait les dessiner de cette façon-là pour une campagne publicitaire dans les années 30. Voilà. Et donc, depuis, notre Père Noël est rouge et blanc comme Coca-Cola. Autre petite question. Pourquoi est-ce qu'on s'embrasse sous le gui? Alors ça, c'est une tradition qui est quand même la plus répandue dans le monde entier. Et s'embrasser sous le gui vient d'une tradition romantique qui en fait dit que le gui symbolise la fertilité et que ce serait aussi une plante aphrodisiaque. Ah. Suivante question. Pourquoi accroche-t-on une couronne à notre porte? Alors la tradition de la couronne de Noël remonte à la tradition grecque, lorsqu'on accrochait une couronne tissée avec du blé sur les portes tout au long de l'année. La tradition a été adoptée par les chrétiens en Allemagne au XVIe siècle pour créer l'avènement. Et la couronne faite de feuillage vert symbolise la vie éternelle et la forme circulaire représente le cycle sans fin de Dieu. Autre petite tradition. Pourquoi on fait un sapin de Noël? Bonne question, parce qu'on fait même notre sapin de Noël. Et effectivement, je pense que jusqu'à ce que je fasse les recherches pour ce live, je ne m'étais jamais posé la question de savoir pourquoi on fait un sapin de Noël. J'étais en train de me dire, au fait, tout ça, on le fait, mais on ne se pose même pas la question de pourquoi, au fait. C'est comme ça.
Alors, le sapin, je suis très curieuse de l'apprendre. Alors, cette tradition remonterait à l'Allemagne médiévale et au nord de la France lorsque les pièces de théâtre relataient la création du monde. Et dans chaque pièce donnée le 24 décembre, un arbre figurait sur la scène, décoré de pommes et de rubans pour symboliser l'arbre de la vie dans le jardin d'Éden. Et c'est la reine Victoria d'Angleterre qui a fait du sapin l'arbre de Noël à la mode en Grande-Bretagne, après que son mari allemand, le prince Albert, ait décoré le sien au château de Windsor en 1841. Ah oui. Donc c'est pour ça qu'on met des petites pommes rouges traditionnellement sur les sapins. Voilà, et les rubans qui après sont devenus les guirlandes, mais voilà, je n'avais aucune idée, sincèrement, avant que Non, alors moi non plus. je fasse ce live, de pourquoi le sapin. Voilà. En direct. Hein. Et, salut. On en apprend des choses, nous aussi, hein, en préparant ces lives. Hein. N'est-ce pas? J'ai été interrompue. On a ce calendrier de l'Avent. D'où ça vient, le calendrier de l'Avent? Je ne sais pas si toi, tu fais le calendrier de l'Avent. Oh, mais oui, nous, on le fait beaucoup. Mes enfants le font. Cette année, ils m'ont même pris un pour moi pour qu'on ait chacun notre calendrier de l'Avent. Alors, on est plus, nous, avec les bonbons, les chocolats, les trucs comme ça. C'est super sympa. Alors, le concept de l'Avent existe depuis des siècles, mais c'est une ménagère de Munich qui aurait inventé le calendrier de l'Avent pour prévenir les questions interminables de son fils sur le nombre de jours à attendre jusqu'à Noël. Pour le rendre plus attractif, j'aurais dit que c'était pour faire patienter les enfants. Pour le rendre plus attractif, elle est allée accrocher des bonbons sur chaque case du calendrier. Et en 1908, son fils a reproduit ce calendrier en plusieurs exemplaires pour le commercialiser. C'est très malin. Mais du coup, ça fait partie vraiment des traditions que je loupe pas une année. J'adore ça, les calendriers. Même ceux avec juste des dessins, je les trouve trop beaux. Ceux avec du chocolat, alors bien sûr, j'aime beaucoup aussi. Puis maintenant, ils en sortent, mais tellement différents, avec des figurines, avec... Enfin, vraiment, il y en a pour tous les goûts. Et je trouve ça hyper original. Et même, on peut les faire soi-même. Ça peut faire partie justement de cette attente avant Noël, de soit avec les enfants, fabriquer son calendrier, soit de préparer ça pour les enfants. Moi, je sais que quand j'étais petite, j'avais ma maman qui me faisait ça. Elle me préparait son calendrier, soit en couture, soit avec des petites, des petites pochettes, et puis elle les remplissait elle. Et c'était vraiment... c'est comme si tu avais finalement 24 cadeaux avant Noël. Donc quand tu es enfant, exactement. Autre petite anecdote, pourquoi la bûche de Noël est-elle un dessert traditionnel? Alors, l'origine de la bûche de Noël remonte au XVIe siècle. La tradition voulait qu'à la veille de Noël, une grosse bûche de bois fruitier soit coupée et ramenée dans chaque foyer. Le lendemain, on l'allumait pour la laisser se consumer lentement. Et puis les cendres étaient recueillies et elles étaient censées protéger la maison. Okay. Au XIXe siècle, les grandes cheminées se faisant plus rares, la tradition évolue et la bûche en bois est remplacée par une plus petite bûche qui est là maintenant posée directement sur la table. Et ce serait à cette époque que la bûche en bois serait devenue une pâtisserie. Eh oui, parce qu'aujourd'hui on la mange. Ah bah plutôt, hein, c'est quand même mieux. Et on raconte même qu'un chocolatier parisien l'aurait cuisiné pour la première fois en 1834. Donc ça commence à remonter à quelques années, cette petite bûche de Noël sympathique. Alors voilà déjà pour les petites anecdotes juste que je voulais vous raconter un petit peu. Ah, j'en ai oublié une dernière. Pourquoi on s'offre des cadeaux à Noël? Parce que ça fait plaisir. Ah, ça on est bien d'accord. Mais là, on remonte aussi justement à cette tradition chrétienne avec la visite des rois mages à la naissance de Jésus, qui
est venu apporter justement des cadeaux pour fêter cette naissance. Et donc, on a maintenu cette tradition où on s'offre des cadeaux, comme les rois mages en avaient offert à Jésus-Christ. Magnifique. Alors, moi, j'en ai aussi une petite, si je peux la glisser sans. Mais je t'en prie. Alors, je vais parler du hou. Tu sais, on voit souvent les feuilles de hou un peu présentes pour symboliser Noël. Mais alors, du coup, pourquoi cette plante piquante et jolie pour symboliser Noël? Donc, ça cache et ça vient de traditions très anciennes. Et c'est pas forcément festif, c'est plutôt un peu mystique. Et c'est placé, on place cette plante au fait normalement devant la cheminée pour empêcher que les fantômes ou les âmes des trépassés viennent nous rendre visite et passent à travers la cheminée. Donc justement, il y a une croyance qui voudrait que quand les jours se raccourcissent et quand il fait nuit plus longtemps, donc notamment en hiver, ça permettrait aux âmes de passer dans les maisons et du coup, elles passent par les cheminées. Donc effectivement, aujourd'hui, on n'a plus tous des cheminées comme ça pouvait être avant. On n'a déjà pas des maisons. Donc ça passe pas par le radiateur, heureusement, apparemment. Mais on a gardé cette habitude de mettre du hou. Voilà, pour se protéger de tout visiteur non désiré. Et c'est des traditions qui viennent en fait d'histoires un peu de sorcières. On dit que c'était les sorcières qui faisaient ça pour se protéger des mauvais esprits. Et on verra, et d'ailleurs tu vas en parler aussi après, il me semble, il y a souvent, alors peut-être pas souvent, mais régulièrement des liens avec des contes un peu mystiques, ou en tout cas avec la présence de sorcières, quand on parle de contes de Noël. On va voir ça, tout à fait, dans notre tour du monde. Super. Alors, mais c'est pareil, le hou. Alors, je supposais qu'effectivement, avec cette notion de piquant, il y avait quand même quelque chose pour repousser. Oui. Mais je ne connaissais pas l'histoire complète enfin en tout cas le pourquoi du comment. Et c'est super. J'aime bien en fait qu'on ait décrypté toutes ces petites choses qu'on fait de façon totalement naturelle depuis qu'on est tout petit. C'est ça. Dans cette transmission. Et en fait, sans forcément savoir pourquoi. Et c'est chouette de pouvoir décrypter et ça donne encore plus de sens, du coup, à le faire. Mais tu vois, quand on parlait de la force de la tradition et de l'importance d'avoir ces habitudes ancrées, elles sont tellement ancrées dans l'inconscient collectif et en nous-mêmes, dans nos habitudes et nos valeurs personnelles, qu'on ne va même pas chercher à les remettre en question. Bon, c'est exactement ça. C'est positif parce que ce sont des choses qui sont positives et qui ne sont pas néfastes, au contraire. Mais on peut faire un parallèle avec des croyances ou des habitudes qu'on aurait, qui ne seraient pas forcément bonnes, mais qu'on ne remet pas en doute parce qu'on les a depuis toujours. Mais on va plutôt s'embarquer sur un tour du monde sympathique plutôt que sur une psychanalyse profonde ce soir. Alors, je te laisse continuer et j'embarque avec toi autour du monde. Allez, alors, je vais vous embarquer tout d'abord en Colombie. En Colombie, c'est le jour des petites bougies, qui est un jour férié local le 8 décembre pour mettre à l'honneur la Vierge Marie, un petit peu comme ça se fait aussi chez nous et notamment dans la région de Lyon, surtout, où le 8 décembre est super important pour la protection justement de la Vierge qui a protégé Lyon de la peste. Et donc en Colombie, le jour des petites bougies commence la veille dès le coucher du soleil et il constitue un événement populaire très important. C'est alors que les fenêtres des habitations, les parcs, les squares, les porches, les trottoirs se parent de bougies et de lanternes en tout genre et de guirlandes lumineuses multicolores. Du coup, des milliers de lumières accompagnées de musique traditionnelle et puis les enfants qui courent partout à l'occasion d'une grande joie dans les familles, une grande fête entre voisins. Le pape Pie IX,
qui en 1854 voulut marquer le souvenir d'un pèlerinage de l'an 431 honorant la Vierge, serait à l'origine de cette tradition. Partons en Russie. Alors, en Russie, on ne célèbre pas Noël le 24 décembre, mais dans la nuit du 6 au 7 janvier, car c'est la date de la fête de Noël orthodoxe. Toutefois, c'est le 31 décembre, dans la nuit de la Saint-Sylvestre, que le Père Gel, c'est une sorte de cousin du Père Noël, et la grand-mère Babouchka, qui est une sorte de cousine de la Mère Noël, se chargent de la distribution des cadeaux aux enfants. Le Nouvel An russe se célèbre traditionnellement en famille et non pas entre amis comme c'est le cas en Europe. Il occasionne de nombreuses heures de cuisine en famille pour la préparation des plats traditionnels qui se dégustent aussitôt la première étoile perceptible dans le ciel. Partons aux Philippines pour le festival des lanternes géantes. Alors, l'archipel des Philippines est un modèle religieux tout à fait unique en Asie parce que la religion chrétienne y est présente à 90%. Contrairement aux autres pays du continent asiatique comme en Chine ou en Japon qui font une fête européanisée, purement commerciale, les Philippins placent la période de Noël au cœur de leurs préoccupations. Petite particularité dans l'archipel, la messe du coq, qui est célébrée chaque matin à l'aube durant les 9 jours qui précèdent Noël. On l'appelle la messe du coq parce qu'elle commence la plupart du temps à 4 heures du matin au lever du soleil. Tous les jours. Les 9 jours qui précèdent Noël. À la tombée de la nuit est allumée dans chaque maison une lanterne en forme d'étoile pour symboliser l'étoile de Bethléem, la représentation de David qui guida les rois mages jusqu'à Jésus. À San Fernando, le festival des lanternes géantes illumine les rues par des défilés chaque samedi de décembre avant le réveillon. Je vous emmène maintenant en Islande, où là nous allons parler des 13 trolls malicieux de Noël. Bah tiens. Alors, on les appelle localement les Yule Lads. Ces 13 joyeux trolls. Et ils s'intègrent parfaitement dans la culture islandaise et ses mythes légendaires. C'est ainsi que 13 nuits avant Noël et 13 nuits après, nos 13 trolls malicieux et déjantés déambulent dans les rues pour rendre visite aux enfants, chacun à leur tour. Selon si le petit a été sage durant l'année, le Yule déposera dans une chaussette accrochée à sa fenêtre un cadeau ou une pomme de terre pourrie. Chacun des trolls a son petit nom et son costume. Alors, je ne vais pas tous vous les citer, mais il y a notamment le grumeau des bergeries, le claqueur de porte, le dadais des ravines, le voleur de saucisses, le crochet à viande, le lécheur de cuillères, etc. Ah si, j'ai le voyeur derrière les fenêtres, le voleur de bougies, le trapu et le gobeur de ski. Alors, j'ai peut-être fait les 13 finalement. Du coup. Donc c'est une sorte de Père Noël fouettard, mais rigolo. Oui, plutôt. Dont chacun a une mission abracadabrante, comme voler des casseroles, des restes de plats, des galettes de Noël, de claquer les portes la nuit pour effrayer les habitants, ou encore de suivre les enfants pour leur voler leurs bougies. C'est pas très sympa. Partons donc à Montréal pour voir la magie de la cavalcade des Lumières. Alors au Canada, la cavalcade des Lumières de Toronto, c'est une tradition qui perdure depuis presque 50 ans. Les festivités débutent dès l'arrivée des vacances de Noël et se passent tout autour du square Nathan Phillips, qui pour l'occasion tant attendue se pare de millions d'illuminations. Surplombant la patinoire, le traditionnel sapin de Noël du haut de ses quelques 18 mètres est des plus féeriques jusqu'aux façades des bâtiments avoisinants. On en prend plein les mirettes. En Italie, je vous emmène connaître la sorcière Befana sur son balai volant.
Alors, même si la plupart des Italiens très chrétiens fêtent Noël le 25 décembre, les traditions varient selon les régions. Et par exemple, dans la région de Rome, les festivités de Noël commenceront dès le 8 décembre pour se terminer le 6 janvier, jour de l'Épiphanie. Et le jour suivant, c'est la gentille sorcière Befana qui parcourt les cheminées des maisons sur son balai volant pour distribuer des cadeaux aux enfants sages. Pour les autres, ils ne recevront que du charbon. Ils n'ont qu'à bien se tenir. Une autre très ancienne coutume, la Nevena, invite les petits Italiens à se déguiser en berger pendant les 9 jours qui précèdent Noël, puis d'aller de maison en maison pour chanter leurs louanges et réclamer des bonbons. Le traditionnel panettone est bien entendu un dessert favori pour le réveillon. Ça, tu connais bien, tu m'as dit que toi, la sorcière, on t'avait dit aussi qu'elle t'amènerait du charbon. Oui, on me menaçait de recevoir du charbon à la place des cadeaux à Noël, mais j'en ai jamais reçu, ça va. Je devais être sage comme enfant. Et j'en suis sûre. Et par contre, le panettone, oui, alors chaque année, c'est obligatoire. C'est tellement bon avec le café ou alors le lendemain matin avec un verre de lait. Je vous emmène au Royaume-Uni. Allez. Et là, la tradition des échanges des cartes de Noël viendrait donc de Grande-Bretagne. La coutume s'est tarie en Europe, mais elle perdure vraiment fièrement en Angleterre. Plus qu'un simple échange de cartes de vœux, la tradition du Secret Santa se pratique dans tous les milieux, qu'ils soient familial ou au travail ou dans toute autre communauté. Chaque membre d'une famille ou d'une équipe de travail ou d'une communauté participe à un tirage au sort pour devenir le Père Noël secret d'un autre membre qui, bien sûr, ne le sait pas. Et chaque Père Noël a alors pour mission d'offrir des petits présents à son filleul secret. En Finlande, là, c'est la maison du Père Noël. Donc, la Finlande, elle possède le titre de maison du Père Noël. Et le village reconstitué du Père Noël, en Laponie, réputé dans le monde entier, est une véritable féerie pour les enfants, mais pas seulement. Je pense que pour les grands aussi, ça doit être super sympa à voir quand même. Ce beau village de Papa Noël. Je vous emmène maintenant au Japon. Parce que ça, on en a discuté toutes les deux en préparant. Et franchement, on avait trouvé ça assez surprenant. Alors, la tradition au Japon, elle consiste à aller manger en famille au KFC. À l'origine, c'est un groupe d'expats qui, ne trouvant nulle part de la dinde pour leur repas traditionnel, se sont finalement rabattus sur un menu de poulet frit. Et la chaîne KFC a immédiatement sauté sur l'occasion en lançant son tout premier menu de Noël. Eh oui, pas folle la guêpe. En Norvège, il s'agit peut-être de l'une des traditions de Noël dans le monde la plus rigolote, je dirais. Tous les habitants cachent leurs balais durant cette période. Cela remonte à plusieurs siècles en arrière, lorsque l'on croyait que les sorcières sortaient pendant la nuit de Noël à la recherche d'un balai sur lequel elles pourraient s'envoler. Aujourd'hui encore, nombreux sont les Norvégiens qui cachent leurs balais pour ne pas qu'on leur vole. Autre tradition rigolote, au Venezuela, où là, à Caracas, pour chaque réveillon de Noël, les habitants de la ville se rendent à l'église dès le matin. Alors, rien d'étonnant à cela, tu vas me dire. Mais si ce n'est que pour d'obscures raisons connues d'eux seuls, ils s'y rendent tous en roller. Et cette tradition est si populaire que les routes du centre-ville sont fermées aux voitures afin que la population puisse se rendre à l'église en toute sécurité. C'est génial. Ça, je trouve ça aussi, c'est excellent. Enfin, toutes ces traditions, je trouve ça vraiment top parce que toutes, elles font sourire, toutes, elles font, t'as envie de les découvrir. Je trouve ça vraiment sympa. Alors, en Irlande,
on laisse une collation au Père Noël, une Guinness, un verre de whisky ou du pâté à la viande. Les Irlandais ont la fête dans le sang et les festivités commencent au pub le soir du 24 jusqu'à ce que sonne l'heure de la messe de minuit. Les célébrations se poursuivent jusqu'au 26, jour férié du Stephen's Day, et on passe cette journée en famille, aux courses hippiques ou en retournant boire un verre au pub. Excellent. En Espagne, alors que font les Espagnols le 22 décembre au soir? Eh bien, ils surveillent les numéros de la loterie. Puisque c'est le soir de la très populaire loterie espagnole de Noël, où il y a une chance sur 7 de gagner, et le gros lot le plus faramineux du monde, 2,24 milliards d'euros. Donc cette loterie de Noël est organisée tous les ans depuis 1812. Ah, peut-être aller faire un tour en Espagne pour Noël. Peut-être passer en Espagne du coup. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? C'est peut-être pas mal, parce que ça serait peut-être une petite bonne idée. Partons maintenant au Mexique. Ça fait un beau cadeau de Noël à celui qui tombe dessus, en tout cas. Tu m'étonnes. Là, après, les autres Noëls, tu ne te poses plus de la question de savoir si tu rejoues à la loterie. Alors, au Mexique, du 16 au 24 décembre, dans les villages, on organise la posada. Par petits groupes, les villageois se promènent de maison en maison pour demander l'hospitalité. C'est une façon de recréer le voyage de Joseph et Marie de Nazareth à Bethléem. Pendant les festivités, on prie, on reconstitue des scènes de la nativité, on chante et les enfants sont invités à casser les piñatas. En Suède, les célébrations entourant Noël sont lancées le 13 décembre, jour de la Sainte Lucie, patronne de la lumière. Des processions où les participants habillés en blanc portent une bougie, et elles sont organisées dans les écoles, dans les églises. La légende de Lucia voulait qu'elle porte une couronne de bougies sur la tête, ce qui lui permettait de continuer à nourrir les pauvres cachés dans les catacombes de la Rome ancienne. Et puis pour terminer, je vous emmène aux États-Unis, où nous avons quand même le plus célèbre sapin du monde, quand même à New York, devant le Rockefeller Center, où ce sapin est illuminé tous les ans devant la patinoire qui est absolument extraordinaire et majestueux. Et puis aussi cette tradition d'éclairer les maisons, de décorer les maisons de façon juste phénoménale. C'est juste incroyable. Moi qui l'ai vécu pendant 3 ans, il faut le voir pour y croire, parce que les décorations sont... Là, pour le coup, tu as les yeux d'enfant partout. Ah oui. Si tu regardes une maison, non mais c'est trop joli. Oh, mais regarde là. Oh, mais c'est extraordinaire. Donc vraiment, les décorations de Noël, là-bas, il y a aussi des magasins qui sont complètement dédiés aux décorations de Noël, qui peuvent être ouverts toute l'année et qui ne font que des décorations de Noël sur plusieurs étages. C'est extraordinaire à voir. Mais alors effectivement, c'est très commercial, parce que tout ça, tu achètes, donc forcément. Mais c'est quand même aussi très très beau. Qu'est-ce qui ne l'est plus aujourd'hui, de toute façon? Donc après, ça dépend de l'énergie que tu veux mettre dedans aussi, et puis de la manière que tu as de le regarder. Ça fait rêver les gamins, ça fait rêver les adultes. C'est un sacré business, oui, mais c'est une belle tradition, et puis c'est beau. Exactement. Alors voilà pour ce petit tour du monde avec les traditions que je trouvais les plus frappantes, les plus sympas, les plus rigolotes, les plus surprenantes aussi, et voilà, que j'avais envie de vous faire partager. Et toi, Noël, ça représente quoi pour toi? C'est une question piège? Non, c'est juste. Non, j'allais dire justement, on n'a pas parlé de la Suisse, du coup, de la France, où je pense que c'est relativement similaire. Moi, je sais que quand j'étais gamine, alors on avait aussi cette tradition de laisser quelque chose au Père Noël.
pour qu'il puisse un petit peu se reposer et reprendre des forces avant de partir dans la maison suivante pour aller distribuer le reste de ses cadeaux. On laissait des verres de lait et des cookies en général, et des mandarines aussi. Et du coup, j'avais une année où je ne sais pas si c'était mon père ou un ami qui était venu faire des traces pendant la nuit, dans la neige, pour que nous, on se réveille le matin et gamin, on voit et on se dise, bon, bah voilà, il y avait un traîneau qui a atterri, et puis pour qu'on y croie, au fait. Il y avait cette tradition que le Père Noël passait aussi de maison en maison, qu'il nous apportait donc des bonbons du coup, nous, c'était pas. Alors, c'était soit le charbon, soit la baguette, si t'étais pas sage. Et j'allais pas le voir, moi, parce que j'avais peur du Père Noël. Va savoir pourquoi. Je suis pas la seule. Ah, toi aussi? Ah, ça fait beaucoup rire mes enfants qui se foutent de moi parce que même encore maintenant, à chaque fois que je vois un Père Noël, je change de trottoir. Ah oui, non, alors moi maintenant c'est bon. Donc ça fait beaucoup rire mes enfants. Dès qu'ils voient un Père Noël, ils me regardent tous les deux en rigolant en disant on change de trottoir, maman. Alors c'est rigolo, mais oui, donc effectivement, ouais, j'avais aussi cette phobie du Père Noël, et je me disais déjà à l'époque qu'il y avait un truc pas normal, qu'un mec que je connaisse pas puisse rentrer chez moi par la cheminée. C'était quand même un petit peu étonnant, quoi. Mais c'était plus le côté, je pense, d'une espèce de figure paternelle, mais pas paternelle, mais plutôt dominante ou autoritaire, et qui te juge. Et je sais pas, étant gamine, en tout cas sans avoir de recul dessus, j'allais me cacher derrière mes parents quand j'entendais sonner à la porte le soir, la veille de Noël ou le soir de Noël. Et sinon, bah, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oui, en général, il y avait les calendriers, il y avait le soir, le 24 au soir, on ouvre un cadeau. Et le lendemain, on ouvre tous les cadeaux le matin en se réveillant tous ensemble au pied du sapin. On avait des sapins magnifiques aussi quand on était gamin. Et ça, c'est des choses qui comptent encore pour moi. C'est vrai que d'ouvrir des cadeaux. Alors le 24, j'ai gardé cette tradition d'ouvrir un cadeau parce que c'est sympa. Le 24 au soir, du coup, de se faire un petit plaisir. Et je ne peux pas ouvrir les cadeaux autrement que le 25. Même si on fait Noël à d'autres dates dans la famille, parce que aujourd'hui on fait souvent. C'est rare d'avoir toute la famille qui est disponible en même temps, avec des énormes tablés. Alors je parle même pas de cette année, hein, mais c'est souvent nécessaire avec les couples divorcés, avec voilà, tout ce qui se passe autour des familles ces derniers temps, de s'adapter et du coup d'avoir plusieurs petits Noëls plutôt qu'un seul grand. Mais il y a toujours des cadeaux le 25. Et ça, c'est important. Donc voilà. Tu ne dérogeras pas à cette règle-là. Pardon? Tu ne dérogeras pas à cette règle-là. Ah non, je ne dérogerai pas à cette règle. Et c'est comme le calendrier, c'est ça, pour le coup, j'ai gardé mon âme d'enfant pour ces petites choses-là, qui sont hyper importantes pour moi. Et puis je sais pas, je trouve ça chouette. Alors même si j'ai plus forcément le même, je dirais pas le même plaisir, mais le même engouement d'aller ouvrir les cases ou bien d'attendre le 25 décembre, il y a quand même des restes de naïveté enfantine, on va dire, qui ressortent. Et pour le coup, qui ressortent quasiment que à Noël ou que en fin d'année. Et pour moi, c'est hyper important du coup de me rattacher chaque année à ces valeurs-là et de ne pas les perdre, de ne pas oublier justement la petite fille avec ses yeux rêveurs qui est toujours là. Et toi, je te retourne la question. Est-ce que tu avais peut-être d'autres traditions ou une autre vision de Noël? Alors, je sais que c'est compliqué de te faire attendre pour faire le sapin. Moi, j'adore le sapin de Noël. Ça fait déjà un mois qu'il est fait là, le sapin. Hein. Pas tout à fait, mais pas loin. Et ouais, j'adore ça. J'adore cette période. J'aime faire le sapin, décorer le sapin, là, allumer là le soir. Ça, c'est magique. Même si je le connais par cœur avec mes boules et tout, mais le soir quand je l'allume, à chaque fois je suis oh c'est trop joli. J'adore ça. Là c'est vraiment comme tu disais, c'est l'enfant là qui Ouais.
ma petite crèche, mon petit village de Noël à côté. Voilà, ça j'adore ça. C'est une tradition importante. Alors moi, quand j'étais petite, c'était plus la messe de minuit. Donc on buvait l'apéro, on allait à la messe et on faisait le repas après. Ok. Et donc, du coup, bah, souvent, c'était largement après minuit, donc on ouvrait les cadeaux souvent à ce moment-là. Et après, bon, ça a un peu bougé en grandissant parce que, voilà, avec la famille qui s'est élargie, avec les cousins, cousines, où là, on faisait aussi beaucoup le 25. Mais c'est vrai que nous, le 24 au soir, c'était quand même hyper important. Alors, mon père n'était pas du tout messe, donc on allait à la messe avec ma maman et ma grand-mère, et mon père restait avec mon grand-père à la maison, et tous les deux, ils ouvraient les huîtres pendant ce temps. Donc voilà, chacun avait sa tâche un petit peu Mm. répartie, mais ça a toujours été de très bons souvenirs, les 25 décembre aussi, et encore plus depuis que j'ai mes enfants. Forcément. Là, Noël, c'est juste extra. Alors avec eux, c'est vrai que là, on a commencé cette tradition du calendrier de l'Avent, moi que j'ai jamais faite quand j'étais petite, mais que je fais maintenant tout le temps depuis qu'ils sont nés. Et on se marre bien les soirs, on regarde c'est quelle date. Ah et ça c'est des bons moments aussi où on rigole. Et puis ouais, Noël avec les enfants, c'est juste j'ai des souvenirs juste extraordinaires de voir leurs yeux les soirs quand on allait planquer les cadeaux pour pas qu'ils le voient pour le Ouais. 25 au matin. Enfin voilà, ça c'était des chouettes trucs. Ça a été les réflexions, une des réflexions de mon fils un jour où il avait un pull. Et puis il l'essaye, puis il allait bien, et il me regarde et me dit franchement, le Père Noël, il est trop fort, parce qu'en plus, il savait ma taille. Et ça, j'ai trouvé ça mais tellement mignon, voilà, avec ce regard d'enfant et tout. Voilà, il y a plein d'anecdotes quand ils étaient petits qui sont juste extraordinaires à vivre. Mais même encore maintenant, hein, où ils sont plus grands, même en étant ados, ils sont comme moi. Hein, on fait le sapin ensemble, en mettant les chants de Noël, en chantant 15 000 fois All I Want for Christmas is You. Ça, je peux te dire qu'on la connaît par cœur. Et, Oui. c'est des moments aussi. Voilà, mon fils, si j'ai pas allumé le sapin, dès qu'il rentre de l'école et qu'il voit que le sapin n'est pas allumé, la première chose qu'il fait, c'est aller allumer le sapin. Mais c'est Ils ont super. chacun leur mini sapin dans leur chambre aussi. Mm. Voilà, ils adorent aussi ça. Et donc, on perpétue vraiment cette tradition entre nous où voilà, où on aime se faire plaisir, on aime avoir des cadeaux pour Noël. Mais c'est pas tellement, comment dire, juste d'avoir un gros cadeau. Mhm. On aime bien même avoir, tu vois, plusieurs petits cadeaux pas chers, mais tu sais, avoir ce plaisir Oui, c'est d'ouvrir ça. plusieurs cadeaux, quoi, Exact. qui est super sympa. Et puis de partager ça. Et puis se faire plaisir aussi avec un bon repas de Noël, c'est sympa. Alors nous en France, c'est vrai que c'est beaucoup foie gras, huîtres, la dinde au marron, et puis les bûches de Noël. Voilà, après on revisite un petit peu en fonction des années et des personnes qui fêtent Noël avec nous, mais on est toujours quand même bien dans ces traditions-là. Et c'est une fête où on se rejoint d'habitude tous les cousins, cousines, Mhm. les petits cousins, voilà. Et c'est des moments de partage super sympas qui n'auront hélas pas lieu cette année. Et c'est bien dommage, mais on le fera à un autre moment ou d'une autre façon. Mais c'est vrai que c'est un moment de partage et un moment de bonheur super sympa, Noël. C'est ça. Mais Tu je le te vis en remercie étant d'avoir enfant. partagé ta peur du Père Noël parce que je me sens beaucoup moins seule. Oui, moi aussi, pour le coup. Oui, c'est quand même bizarre de se dire. Enfin, après, pour moi, ça rejoint aussi la peur des clowns, tu vois. Quelque chose qui est censé être sympathique et plaire aux enfants. La peur des clowns, du coup, elle existe plus fréquemment. En tout cas, on en parle plus. Elle est connue. La peur du Père Noël, c'est vrai que ça fait toujours un petit effet. Et c'est marrant de m'en rappeler, du coup, parce que c'est quelque chose auquel je pensais plus forcément.
Et du coup, c'est intéressant qu'on la partage toutes les deux. Il faudrait qu'on demande à un psy ce que ça peut représenter. Ça pourrait être intéressant. Mais en tout cas, pour revenir sur Noël, oui, c'est intéressant de voir que quand on est gamin, on découvre tout ça avec les yeux d'enfant, et quand tu deviens adulte et parent, par exemple, et bah, tu redécouvres ça à travers les yeux de tes enfants, et c'est un autre plaisir. Et c'est un plaisir aussi d'aller faire ses cadeaux de Noël, de se réjouir d'offrir des cadeaux et de se réjouir de faire plaisir. Donc c'est vraiment toute cette connexion au positif, dans le fait de se réjouir pendant un mois d'une journée et d'un repas où on va être tous ensemble et on va partager quelque chose de sympa. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette petite magie de Noël où on se sent un peu transporté par l'amour de l'autre, par cette connexion à notre enfant intérieur. Et pourvu que ça dure. Oh que oui. Alors dites-nous aussi en commentaire, que ce soit en live ou que ce soit sur YouTube une fois que la vidéo sera disponible, comment vous fêtez Noël habituellement, comment vous allez fêter Noël cette année aussi. C'est l'occasion d'être hyper créatif et de s'adapter et de montrer nos capacités incroyables d'adaptation en tant qu'être humain. Comme c'est bien dit. On va rester sur cette note positive et Yes. j'ai trouvé merveilleux de faire ce tour du monde des cultures. C'était très intéressant et très enrichissant. Et puis en attendant l'année prochaine, parce qu'on se retrouve du coup l'année prochaine pour nos prochains lives, on vous souhaite à tous de merveilleuses fêtes, en famille, qu'importe le moyen. Et on vous fait des gros bisous et on vous dit à l'année prochaine. Très belle fête de Noël à vous, profitez-en, mais surtout aussi quand même prenez soin de vous, faites attention, respectez quand même les gestes barrières, parce que même si il faut que ça reste justement une fête et qu'il n'y ait pas de conséquences encore importantes derrière. Donc profitez-en, prenez du plaisir, tout en faisant attention, et puis envoyez et recevez plein d'amour, c'est tout ce que je vous souhaite aussi. Profitez de toute cette période-là aussi pour vous ressourcer et pour prendre soin de vous. Passez des super belles fêtes de fin d'année. Et puis c'est avec un énorme plaisir qu'on vous retrouvera en 2021. Avec de nouveaux thèmes incroyables. Yeah. Et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Continuez à briller. Brillez les stars. Brillez les stars. Ah, ciao. à l'année prochaine. À l'année prochaine.